Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres sur l'ensemble synchronisé de nos médias à la télé. Vous nous regardez sur Kavi TV, à la radio, vous nous écoutez sur la 89.5 et sur notre application mobile. Vous pourrez télécharger Kavi Média disponible sur Play Store et App Store. Sur siaminfo.com, vous regardez en direct et vous écoutez cette émission Le Scanner. Au menu de ce matin, braquage spectaculaire entre Kindia et Mamou. C'est une affaire qui fait grand bruit. Un convoi transportant une somme colossale de 21 milliards de francs guinéens en bien neuf a été pris pour cible samedi dernier sur la route nationale numéro 1. La Banque centrale de la République de Guinée a confirmé ce braquage hors norme dans un communiqué officiel précisant que les fonds appartenaient à un transporteur privé. Face à ce vol d'une ampleur inédite, un comité de crise a été mis en place et les numéros de série des billets volés ont été transmis aux forces de sécurité. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de cet acte qui met en lumière les failles dans le dispositif de sécurisation des transferts de fonds dans un autre pays. Au Soudan, la guerre entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide entre dans sa troisième année. Alors que les combats font rage, le pays s'enfonce de plus en plus dans une crise humanitaire d'une gravité extrême. L'ONU parle de 13 millions de déplacés, 25 millions de personnes menacées par la famine et des dizaines de milliers de morts. Ce mardi, à Londres, une vingtaine de pays et d'organisations internationales ont lancé un nouvel appel à un cessez-le-feu immédiat et ont promis plus de 800 millions d'euros d'aide pour venir en aide à la population. On en parle également dans cette émission. Tension diplomatique entre Alger et Paris. L'Algérie a exigé le départ de 12 diplomates français invoquant des raisons liées à l'arrestation des ressortissants algériens en France. En réponse, Paris a annoncé ce mardi l'expulsion à son tour de 12 agents du réseau consulaire algérien tout en rappelant son ambassadeur à Alger pour consultation. Un échange de représailles qui témoigne d'un nouveau palier franchi dans les tensions entre les deux pays. Et puis en Guinée, la journée internationale de la biologie médicale a été célébrée ce 15 avril, une occasion pour les professionnels du secteur de rappeler leur rôle clé dans le système de santé, notamment dans le diagnostic et le suivi des patients. Mais sur le terrain, les biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et ingénieurs biomédicaux font face à de nombreux défis, en particulier ceux liés à l'organisation de leur profession. Quelles sont entre autres les attentes autour de la création de l'Ordre national des biologistes médicaux de Guinée? C'est notre sujet du jour. Voici le menu. Merci de nous suivre à Télico. C'est Damamou. Bienvenue sur le média du développement. Merci de partager cette aventure avec nous. Plus d'une heure de débat avec les chroniqueurs, les débatteurs qui m'accompagnent dans cette émission. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple guinéen. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Yamoussa Cheikh Kamara. Bonjour Abdallah, bonjour à tout le peuple de Guinée. Allez, en africain ce matin, on parle de ce braquage à grande échelle sur l'axe Kindia-Mamou. Un convoi privé transportant 21 milliards de francs guinéens en bien neuf a été attaqué en pleine journée. Il faut le rappeler, l'opération aussi spectaculaire qu'inquiétante, Yamoussa Cheikh, soulève de sérieuses interrogations sur la sécurité des transferts de fonds en République de Guinée. En tout cas, vous l'avez dit, moi je ne sais pas trop, mais c'est vraiment inquiétant ce qui s'est passé. En tout cas, l'information a presque éclaboussé tous les acteurs du système. En tout cas, un convoi transportant une somme faramineuse de 21 milliards de francs guinéens et surtout en bien neuf a été attaqué en pleine journée, surtout entre Mamou et Kindia, et c'était le samedi dernier. Ce braquage spectaculaire, vous l'avez rappelé, Abdallah, qui soulève de sérieuses questions, de très sérieuses questions d'ailleurs sur la sécurité des transferts d'argent dans notre pays. Et donc, dans un communiqué rendu public
hier même, la Banque centrale de la République de Guinée a confirmé ce braquage d'un convoi privé transportant ce montant de 21 milliards de francs guinéens. Et on disait qu'exclusivement en billets flambant neufs de 20 000 surtout. Et l'attaque a eu lieu sur la route nationale numéro 1. Et vous le savez, c'est un axe stratégique reliant Mamou à Kindia surtout. C'était entre Mamou et Kindia. Et selon les premières informations, les assaillants sont visiblement bien organisés, ils sont très bien organisés et ont réussi à dépouiller entièrement le convoi, emportant avec eux cette somme colossale. Un scénario digne d'un film de série B, parce que vous devez comprendre, avec tous ceux qui ont accueilli cette information, il y a des interrogations forcément qui vont se poser, parce que 21 milliards de francs guinéens, c'est pas n'importe quelle somme, et cela forcément va relancer encore le débat dans la problématique de l'insécurité dans notre pays, et surtout dans la sécurité dans le transfert d'argent. Dans le transfert des fonds, vous l'avez dit. Et ici, l'alerte a été lancée par la BCRG qui a activé d'ailleurs un comité de crise placé sous l'autorité du gouverneur Dr Karamo Kaba, et ce dernier a immédiatement sollicité les forces militaires et paramilitaires pour localiser ces fonds volés. Et afin de faciliter leur traçabilité, on nous apprend que les numéros de série de ces billets ont été communiqués aux services de sécurité, et la Banque centrale mise désormais sur l'appui ou le concours de tout le monde, y compris les citoyens, les établissements bancaires, mais aussi les commerçants. Et elle appelle à une vigilance accrue en cas de circulation suspecte de ces billets, puisque les numéros de série ont été donnés. Et en attendant donc les conclusions de l'enquête, la BCRG affirme suivre de près l'évolution de la situation et compte sur la collaboration de tous pour empêcher toute tentative de blanchiment, je veux dire, de ces fonds. Mais ce qu'il faut dire, les questions, même ici, dans l'intro, vous l'avez rappelé, et depuis cette alerte faite par la BCRG, des questions sont posées, ça et là, puisque quand on transporte un tel montant, une telle somme de 21 milliards de francs guinéens sur les routes aussi cabossées de l'intérieur du pays, puisque nous connaissons tous l'état de nos routes, surtout à l'intérieur du pays, et qu'on se fasse dépouiller sans aucune résistance, et parce qu'on ne peut pas quand même transporter une telle somme d'argent sans prendre les mesures de sécurité, sans une escorte digne de ce nom. Alors si on se fait attaquer sans résistance, ce n'est pas seulement une attaque à main armée, mais c'est plutôt une faillite symbolique de notre système même de sécurité. Et il y a des questions qui se posent depuis cette nouvelle, depuis cette alerte faite par la BCRG. On se demande que faisaient ces 21 milliards en liquide même sur cette route nationale à risque, et pourquoi un convoi privé pour transporter une telle somme relevant de notre souveraineté nationale. Où étaient les escortes? Où étaient les escortes, surtout les blindés? Bref, où se trouve donc le sérieux? Il y avait les checkpoints, hein, pas que des blindés, il y a des checkpoints sur toute la nationale. Justement, alors on ne peut pas nous dire qu'une telle somme a disparu comme l'œil dans l'œuf, et cela fait aujourd'hui 4 jours. Les présumés auteurs sont dans la nature. On n'arrive pas à savoir jusqu'ici où ils sont. C'est d'où la question ou l'intérêt de poser toutes ces questions aujourd'hui, parce que il faut comprendre que ça fait beaucoup de débats dans la cité. On parle d'un seul particulier parce qu'on dit que l'argent appartient selon le communiqué à un particulier. Et la question, c'est pourquoi c'est la BCRG qui fait l'alerte. On ne sait pas c'est qui ce particulier-là.
qu'est-ce qu'on ne nous dit pas, qu'est-ce qu'on doit encore savoir, des interrogations, en tout cas, se posent du côté de tout le monde, nous, les hommes des médias, des simples citoyens lambda, parce qu'on parle aujourd'hui d'une forte somme d'argent, une somme de 21 milliards de francs guinéens qui ont disparu, avec un tel transfert sans aucune prise de mesure de sécurité, ça donne à réfléchir. Pour le moment, des dispositions sont prises, en tout cas par la BCRG, et du coup, on attend la conclusion, en tout cas, de l'enquête qui va être menée, mais pour le moment, des questions se posent, Abdallah. Bien, des questions se posent et nous allons suivre de très près l'évolution de ce dossier. On parle tantôt, Cheikh Yamoussa Cheikh l'a rappelé, de 21 milliards de francs guinéens qui sont dans la nature puisque les assaillants ne sont toujours pas retrouvés. La Banque centrale et les forces de sécurité plus les juges âgés, en tout cas, sont sollicités dans ce sens, les forces de sécurité pour traquer ces bandits et les juges âgés à la prudence, les banques également pour pouvoir tracer ces différentes séries de biais de banques. Nous, on va prendre la direction maintenant du Soudan où la crise humanitaire fait rage. 2 ans après le début du conflit armé, le pays s'enfonce dans le chaos. Près de 13 millions de déplacés et une population en détresse. Réunis à Londres, plusieurs pays appellent à un cessez-le-feu. Plus de 800 millions d'euros pour l'aide humanitaire débloquée à Diallo. Bah oui, évidemment, une guerre fratricide qui a secoué cette région, puisqu'on ne parle pas du Soudan. Maintenant, c'est toute la région qui semble être secouée par ces conflits entre des généraux. Vous vous rappelez El-Bashir qui fut le dirigeant depuis de longues années du Soudan, qui a pu chuter à cause du prix du pain. Et qui dirigeait le pays par une main de fer. Alors c'est sous son règne que nous avons assisté à la mise en place de ce groupe paramilitaire dirigé par Ameti. Et bien, après sa chute, les 2 généraux El Burhan qui avaient opéré ce coup d'État avec l'appui de ces forces paramilitaires, la question du partage du pouvoir s'est posée. Dès au début, ils étaient tous d'accord que le général El Burhan soit le président et que l'autre soit le vice-président. Entre-temps, les choses ont changé. Et finalement, le général Ameti avait voulu effectivement prendre la place de l'autre, ce qui a déclenché la guerre entre les 2 factions. Il faut le dire, le général El Burhan dirige l'armée régulière et l'autre dirige ce qu'on appelle les milices, pour ainsi dire. Donc, finalement, cette guerre s'est répandue avec toutes les implications régionales qu'on peut y voir dedans, puisque c'est à se demander comment se fait-il qu'une guerre, puisque c'est l'une des pures crises humanitaires que nous connaissons après Gaza, en tout cas c'est le Soudan. C'est vrai qu'on en parle peu à l'international, mais c'est ça la vérité. Ouais, on parle de 13 millions de déplacés. Oui, justement, plus de 13 millions de déplacés, près de la moitié de la population, parce qu'on parle de 26 millions d'habitants au niveau du Soudan. Donc, c'est assez regrettable. Aujourd'hui, les déplacés, ça continue, l'afflux est là, à travers le Tchad, à travers le Soudan du Sud aussi, déchiré par une guerre de pouvoir. Vous vous rappelez ce qui se passe aussi au niveau du Soudan du Sud. Et tout récemment, il y a eu une guerre orientée, s'il faut le dire comme ça, contre des Sud-Soudanais. Et ça a failli embraser, les 2 États que nous connaissons très bien, puisque le Soudan du Sud avait quand même réclamé son indépendance en 2014. Et nous connaissons aujourd'hui les liens entre les deux Soudans. Donc, ça a failli quand même capoter ce côté-là. Et bien, finalement, tout cela était entré en ordre, mais la guerre continue. La guerre continue parce que tout simplement, les 2 généraux, chacun a des soutiens, d'où les implications régionales. Prenons par exemple le général, Mohamed Hamdan Daglo, communément appelé Ameti, qui, il faut le rappeler, avait participé à plusieurs conflits au Moyen-Orient, notamment au Yémen, donc qui a ses liens avec les Émirats arabes unis, qui, il faut le dire, lui fournissent des armes, mais aussi de financement. Donc ça continue. Nous avons de l'autre côté, le général Al-Burhan aussi, qui a ses tentacules au niveau de l'Iran. Et vous savez très bien que l'Iran
le Yémen, cette guerre aussi fracticide aussi qui a secoué cette région, cela va jusqu'en Arabie Saoudite. Donc, chacun a pris son camp. Ameti qui soutenait, disons, l'Iran à travers les Émirats Arabes Unis est de facto soutenu par les Émirats Arabes Unis. Et de l'autre côté aussi, l'Iran qui voit le Yémen comme étant, disons, un ennemi juré, a aussi soutenu, disons, en partie le général Burhan. Donc, ça continue. L'Iran via aussi l'Égypte aussi, parce qu'il faut le dire, l'Égypte aussi a ses implications dans cette guerre-là. Alors, tout récemment, je crois que c'était le mois de mars, le Conseil de sécurité avait demandé aux deux parties de pouvoir procéder à un cessez-le-feu, une demande qui a été purement et simplement rejetée par Al-Burhan, qui ne comprenait pas la position, selon lui, ambiguë des Nations Unies, parce que pour lui, la milice, c'est une action illicite, donc comme telle, les Nations Unies devraient pouvoir avoir le courage pour pouvoir, disons, mettre la pression sur... Bien, il y a le contexte, il est très important. On peut dire, ou l'on peut dire sans risque de se tromper, que c'est un coup d'État qui a viré au pire. Justement, c'est un coup d'État qui a viré au pire, je viens de le rappeler. On a déposé El-Béchir, l'ancien président, qui, il faut le dire, dirigeait le Soudan avec une main de fer. Une manifestation contre le prix du pain a dégénéré finalement. Les généraux qui étaient très proches de lui, parce qu'il faut le dire, la milice était entretenue par lui. On se rappelle très bien la guerre au Darfour. C'est ce qu'on avait considéré dans les années précédentes comme étant un génocide. Ce sont ces milices-là, les forces de soutien rapide-là, qui soutenaient l'armée régulière dans, disons, dans la commission de ces crimes-là. Alors, entre-temps, le pouvoir étant ce qu'il est, El-Béchir n'est plus au pouvoir. Ce sont les deux généraux qui ont participé alors à son coup d'État, dit-on, entre guillemets. Finalement, il s'agissait là du partage du pouvoir. Ils étaient tous d'accord que c'est Al-Burhan qui devrait pouvoir diriger le pays, avec Ameti qui devrait être son vice-président. Tout commençait bien au début. Entre-temps, finalement, l'autre contestait son statut et qu'il voulait prendre la place de l'autre, d'où l'éclatement de ce conflit qui a embrasé toute, disons, toute la région, parce qu'aujourd'hui, pas que le Soudan, c'est le Tchad aussi à côté ici qui reçoit énormément de réfugiés. Nous avons l'Égypte aussi qui reçoit des réfugiés. Nous avons la Libye, parce que la tentacule, elle va jusqu'à Libye. Les Émirats Arabes Unis aussi ont une faction émiratie au niveau de la Libye. Donc, l'acheminement de ces armes passe par la Libye et voilà, donc via la Centrafrique, et finalement ça parachute vers le Soudan, et le général Ameti s'approprie de ces armes-là pour pouvoir effectivement tenir tête à son rival de tous les temps, parce que tout simplement aujourd'hui, plusieurs régions du Soudan, notamment le Khartoum, qu'on considérait comme étant la capitale, était complètement prise par Ameti et son groupe. Et bien finalement, dans une offensive récente, l'armée régulière a pu récupérer Khartoum. Et bien finalement, c'est le Darfour aujourd'hui qui subit, disons, cette confrontation, parce qu'on parle d'un génocide. Je crois que les termes viennent des Nations Unies, c'est qu'il parle d'un génocide perpétré par Ameti et son groupe de ce côté-là. Alors, il y avait aussi Mad Madani. Vous vous rappelez, Mad Madani, c'est le sud-est du Soudan, qui, depuis plus d'une année, était contrôlé par les forces de soutien rapide, donc dirigées par le général Ameti. Eh bien, il y a eu effectivement de ce côté aussi une offensive qui a permis l'armée régulière de pouvoir récupérer Mad Madani, et finalement Fachir aussi, une partie aussi qui a été complètement à un certain niveau contrôlée par le général Ameti. Donc il y a eu de part et d'autre effectivement des offensives. Cette fois-ci on parle d'une offensive meurtrière de la part de Ameti en ce qui concerne la région du Darfour. D'où l'appel de toutes les organisations internationales, en tout cas, de tous les pays, à un cessez-le-feu. Comment ce cessez-le-feu peut-il avoir lieu, d'autant plus que c'est une guerre qui a ses implications un peu partout, notamment même aux États-Unis. Donc, vous vous rappelez très bien, puisque
les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc quand nous prenons au Moyen-Orient, disons, le schéma géopolitique, partout là où il y a l'Iran, vous vous rappelez très bien que l'Arabie Saoudite est à côté, donc à l'antipode disons, de la position iranienne. Donc, nous connaissons très bien, disons, le lien qui existe entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un schéma qui continue parce que tout simplement, on considère que l'ami de mon ami, c'est mon ami, et l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Et donc, voilà le calcul aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, la guerre, au-delà d'un manque de cessez-le-feu, il y a là, disons, l'alisement de la guerre par le fait de l'inaction des organisations internationales, notamment de l'ONU. Là, je rebondis. Puisque tu parles de l'inaction, est-ce qu'aujourd'hui on peut soutenir la thèse que c'est une négligence de la communauté internationale qui a conduit à ces 2 ans de guerre, 2 ans de génocide, j'y arrive, qualifié par l'Union des Nations Unies? Justement, avant qu'on touche les Nations Unies, nous sommes dans un continent qui a une organisation qu'on appelle l'Union africaine. C'est à se demander que fait l'Union africaine dans ce sens-là. C'est vrai qu'on nous dira qu'il y a des émissaires qui ont été envoyés, mais je pense qu'il y a la limite, puisque aujourd'hui la guerre, les conséquences vont au-delà de la frontière soudanaise. C'est à l'Union africaine de pouvoir prendre toutes les dispositions pour pouvoir amener, disons, ces deux factions-là autour de la table pour qu'enfin qu'on puisse conjuguer au passé cette guerre-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est en cela que nous disons, est-ce que l'Union africaine aussi s'est rangée derrière ses positions sous-régionales ou ses considérations géopolitiques? La question reste posée, mais tous qu'aujourd'hui, si nous parlons de l'inaction, l'inaction elle est bien africaine d'abord, avant qu'elle ne soit internationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est l'omerta totale à tous les niveaux, alors qu'il y a des frères africains qui aujourd'hui sont dans une famine, il faut le dire. J'ai suivi le témoignage d'une femme qui parle de plus de 2 jours, 3 jours, sans pour autant avoir quelque chose à avaler dans cette région-là. Ça veut tout dire aujourd'hui, l'envergure de cette guerre-là. Donc je pense que ça va au-delà des intérêts géopolitiques des uns et des autres. Ça y va avec l'humanité. Je pense que les États africains doivent se bouger, notamment l'organisation sous-régionale, mais aussi l'Union africaine. Maintenant, les Nations Unies sont là pour chapeauter tout cela. On a suivi le secrétaire général des Nations Unies, en l'occurrence Guterres, qui parlait des manques de moyens. Vous vous rappelez très bien que même les États-Unis ont dû quand même diminuer leur soutien financier au Soudan. Donc ça fait qu'aujourd'hui, même, disons, les denrées alimentaires qu'on acheminait vers le Soudan, ça a cessé, ça a diminué. Donc la famine s'accentue, il n'y a pas de soutien financier. L'État presque soudanais n'existe plus parce que tout simplement les uns et les autres sont occupés par la préservation du pouvoir, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un État complètement laminé par cette guerre. Et malheureusement aujourd'hui nous constatons l'inaction de part et d'autre, notamment africaine mais aussi internationale. Yaya Diallo, merci pour ces précisions. 13 millions de déplacés et une population en détresse. Un commentaire proposé par la rédaction politique, commentaire de Guy Babary. On suit ça et derrière, on prend la direction de la France. Après 1 an et demi de défaite et de recul devant les paramilitaires, l'armée soudanaise s'est imposée fin 2024 dans le centre du pays. Elle a repris l'état de Simar, puis celui d'Al-Zazira et tout récemment, fin mars, la capitale Khartoum. Au cœur de la ville, le palais présidentiel est désormais tenu par l'armée. Après 2 ans de siège, le départ des FSR a été un soulagement pour de nombreux habitants de la capitale. Des bombardements violents visent également les camps et les localités qui entourent la ville. L'enjeu est de taille. Les FSR contrôlent le reste du Darfour. Selon plusieurs ONG, depuis le 11 avril, 20 000 personnes arrivent chaque jour à Tawila, localité située à près de 70 km de Zamzam. Le conflit qui a emporté le Soudan est caractérisé par sa violence extrême. Le 7 janvier 2025, les FSR ont été accusés par Washington de commettre un génocide au Darfour.
Les États-Unis les accusent d'avoir, dans cette nouvelle guerre, assassiné des hommes et des garçons et même des nourrissons sur une base ethnique. L'horreur des crimes de génocide ne saurait faire oublier que les deux camps sont responsables de violences à caractère communautaire. L'organisation onusienne estime que cette année, il faudra importer 2,7 millions de tonnes de céréales, de blé essentiellement pour couvrir les besoins de consommation interne. Depuis 2 ans, toutes les tentatives de médiation ont échoué. Du Soudan, parlons à présent de la tension diplomatique entre Alger et Paris. L'Algérie expulse 12 diplomates français. En réaction, la France prend les mesures réciproques et rappelle son ambassadeur. Un bras de fer diplomatique, il faut le dire, à suivre de très près Mohamed Leba. Oui, l'information, la nouvelle, elle est tombée dimanche soir, comme un coup de couperet sur la tête des dirigeants français, notamment le ministre de l'Intérieur, parce que ces 12 agents relèvent directement du ministère français de l'Intérieur. Il faut le rappeler, 12 agents de l'ambassade de France en Alger, qui ont été sommés de quitter le territoire algérien. L'Algérie qui quand même continue aujourd'hui à multiplier, disons, soit peut-être disons des représailles ou des crises, à accumuler des crises, parce que récemment c'était avec un des pays de l'AES, et aujourd'hui c'est face à la France, et on se rappelle ce qui s'est passé en 2023 entre encore l'Algérie et la France, et vous souvenez très bien. Maintenant parlons des causes de cette expulsion ou disons de ces menaces d'expulsion, parce qu'il faut, avant de continuer, il faut le rappeler que le délai accordé à ces 12 agents, disons, va expirer aujourd'hui, ce mercredi, à 23h59, dans 48 heures, donc disons, à 23h59, ce délai ne serait plus, disons, va expirer. De l'autre côté, tout est parti quand même de la mise en examen le 11 avril dernier de 3 ressortissants, disons, algériens, dont un agent consulaire soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement en avril 2024 de l'influenceur algérien Amir Bokor. Disons, les charges incluent à la fois enlèvement, séquestration en lien avec une entreprise disons, terroriste. Il y avait des problèmes, disons, d'extradition entre la France et l'Algérie. Le mis en cause, si on peut le dire comme ça, parce que il n'avait pas encore, l'affaire n'était pas encore arrivée, disons, au bout. Il y avait un problème d'extradition qui était soulevé. Et donc, finalement, par rapport à ces questions, non seulement d'arrestation en France, l'Alger, quand même, a qualifié cette arrestation, disons, d'acte indigne et de cabale judiciaire, tout simplement, arguant que les preuves reposaient uniquement sur des données géolocalisées du téléphone de l'agent consulaire en question. Mais qui sont ces 12 agents qui sont aujourd'hui menacés d'expulsion quand même sur le territoire algérien? Il faut dire que ces 12 agents concernés relèvent principalement, comme je le disais à l'entame, du ministère français de l'Intérieur, selon les sources diplomatiques. Leur expulsion est perçue par la France comme étant, disons, une réponse ciblée à l'implication du ministère de l'Intérieur français dans l'affaire Amir alias DZ, cet influenceur algérien. Donc il y a eu quand même ces réactions diplomatiques, notamment des menaces de représailles, vous l'avez évoqué, de la France aujourd'hui, parce que tout simplement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé une mesure, disons, injustifiée et sans lien avec la procédure judiciaire en cours concernant cet influenceur-là. Il faut aussi dire que il a dit que c'est sans lien avec cette procédure, et en plus de cela menace aussi de répliquer immédiatement, ce qui va davantage raviver quand même les tensions diplomatiques de nouveau entre Alger et Paris. Oui. Qu'est-ce qui pourrait
freiner cela. Et je crois que ce délai de 48 heures accordé à ces 12 agents pour quitter le sol algérien, on va attendre de voir réellement ce que cela va donner pour se prononcer dessus. Mais par rapport à ces différentes représailles, parce qu'il y a eu aussi, Abdallah, la réaction de l'Élysée, l'Élysée qui quand même dénonce, disons, une décision disproportionnée et contraire aux engagements récents de normalisation, parce que je vous le disais, il y avait quand même cette tension déjà entre Alger et Paris. Les voies étaient en train d'être quand même trouvées pour réellement un consensus, ou soit un retour à l'ordre entre les deux pays. Disons sur le plan diplomatique. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, avec ce contexte et surtout aussi la position la position algérienne, il y a l'Algérie qui se défend tout simplement pour dire quand même, parce que de son côté parle, défend sa décision comme souveraine, parce qu'elle trouve cette décision à l'Algérie comme souveraine, rejetant toute ingérence dans ses affaires, dans les affaires algériennes vis-à-vis de la France, en accusant aussi le ministre français de l'Intérieur, disons Bruno Retailleau, d'alimenter les tensions. Pour l'Alger aujourd'hui, ces tensions qui sont alimentées viennent tout simplement de la France. Et de l'autre côté, il y a ce contexte quand même, disons, politique et historique, parce que de crise en crise, aujourd'hui, cette crise qui se quand même cristallise, et puis voilà, une crise cyclique. Cette escalade aujourd'hui intervient une semaine seulement après une visite du ministre Barrot en Algérie, censée marquer une nouvelle phase de coopération. Les relations avaient déjà été fragilisées en 2023. Aujourd'hui, remettre encore en question ces relations diplomatiques à cause de cet influenceur, une figure clé, il faut quand même le signaler, cet influenceur qui est exilé en France, disons, depuis 2016, qui bénéficiait quand même de l'asile, parce qu'il vivait de l'asile politique, il faut le préciser, et il était... Vous voulez dire quelque chose? Non, je vais juste relancer, parce que là, il faut quand même rappeler que ces tensions sont quand même anciennes. Les tensions ne datent pas de 2023, tu l'as déjà rappelé. L'Algérie, qui à un certain moment n'était pas en commun accord avec la France, on se rappelle de cette sortie de François Mitterrand qui disait, je cite, « L'Algérie, c'est la France ». C'était en 1954, et depuis l'Algérie indépendante qui revient en force, l'Algérie qui veut son indépendance totale, la France qui n'a pas lâché. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces tensions sont en train de refaire surface? Est-ce que c'est que jusque-là, ces tensions internes qui existaient, qui sont en train d'être visibles, de plus en plus visibles? Donc un petit problème et le ton monte. Vous savez, c'est comme entre deux amants. Entre deux amants qui se sont quittés, qui se sont perdus de vue et finalement qui ne vivent plus ensemble. Le divorce étant consommé, chacun tire le drap de son côté. Aujourd'hui, nous savons tous la guerre de libération par rapport à l'Algérie concernant vis-à-vis de la France. Et aujourd'hui, parce que cette affaire date depuis 2022. Je vous ai dit que tout est parti de la question d'extradition d'Amir. La France a refusé dans un premier temps c'est-à-dire d'obtempérer, de laisser le mis en cause rentrer en Algérie, parce qu'il est, disons, en France depuis 2016, il a bénéficié quand même de l'asile politique, et nous savons aujourd'hui dans quel contexte quand même les uns et les autres demandent de l'asile, surtout quand c'est politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors Amir dans son pays est accusé de beaucoup de chefs aujourd'hui mis à sa charge. De l'autre côté, avec ce refus c'est-à-dire d'extradition de la part de la France, tout est parti de là. Et de l'autre côté, que la France qui enfonce quand même le clou avec cette arrestation, ou surtout concernant la mise en examen de ces 3 personnes, dont un agent consulaire soupçonné dans cette affaire-là. C'était quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'aujourd'hui, cela implique quand même des risques
de rupture. Et je vous le disais, la France et l'Algérie étaient quand même sur une bonne voie ces derniers temps-là, d'où quand même la visite du ministre français récemment en Algérie. C'était pour aujourd'hui conjuguer au passé cette crise quand même qui était entre ces deux pays-là. Et finalement, il y a une nouvelle crise qui se pointe à l'horizon, et parce qu'aujourd'hui, si Alger met à exécution, disons, ces menaces d'expulsion, parce que 48 heures, c'est le délai accordé à ces 12 agents de quitter le sol algérien, tout simplement, on va assister à des représailles. Des représailles de la part de qui? De la part de la France, tout simplement, qui promet d'ailleurs même des représailles. Donc, ça veut dire que si la France aujourd'hui procède aussi à des expulsions réciproques, comme évoqué, cela pourrait conclure... Comme une réponse du berger à la bergère. Cela pourrait quand même conduire à une nouvelle crise diplomatique majeure semblable à celle de 2023. Maintenant, par rapport aux enjeux régionaux, aujourd'hui, la visite simultanée du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, au Maroc, pays rival de l'Algérie, ajoute aussi une autre dimension géopolitique à la crise qui existe déjà entre la France et l'Algérie. Et de l'autre côté, il faut tout simplement dire que cette crise illustre la fragilité des relations entre les deux pays. Parce que vous l'avez rappelé, l'histoire nous enseigne que l'Algérie a pris les armes pour se libérer de la France. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est encore cette histoire qui est en train de hanter l'Algérie vis-à-vis de la France? Il faut quand même oser le dire que ça pourrait quand même constituer un autre facteur par rapport à toutes ces tensions aujourd'hui diplomatiques entre les deux pays. Oui, ce qui est très important. Donc une crise qu'il faut suivre de très près, une crise diplomatique qui risque de s'élargir. Hein. Vous l'avez déjà dit avec l'Algérie qui a des rivaux un peu partout dans la sous-région, notamment le Maroc. Mais conséquence directe de cette crise diplomatique, parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'Algérie a des intérêts communs avec la France, quoi qu'on puisse dire. L'Algérie a des intérêts communs avec la France, vous l'avez rappelé, parce que déjà, ce qu'on appelle, disons, passe-passe qui aujourd'hui existe entre les deux pays en termes, disons, de représailles, parce que tout simplement, si l'Algérie met à exécution sa menace concernant l'expulsion, tout simplement, de l'autre côté, la France va faire de même. Donc, ça va aller du mal en pire en ce qui concerne cette crise aujourd'hui qui se cristallise davantage entre l'Algérie et la France. Donc, on attend de voir. Est-ce que l'Algérie va quand même surseoir à cette décision d'expulser? De l'autre côté, est-ce que la mise en examen, c'est-à-dire on va assister à un retour ou à un rétropédalage du côté de la France? Donc, tout dépend aujourd'hui des relations diplomatiques entre les deux pays. De l'autre côté, on peut avoir peut-être des perspectives de position de la France, parce que le gouvernement quand même est aujourd'hui en train d'insister sur l'indépendance de la justice et rejette tout simplement disons tout lien entre l'enquête judiciaire et la diplomatie. Donc pour la France aujourd'hui, la procédure qui est en cours, il faut que cette procédure aille jusqu'au bout, et de l'autre côté, l'Algérie ne veut pas comprendre cela, ne veut rien entendre, et l'Algérie veut jouer carte sur table. Disons, il faut c'est-à-dire laisser cette affaire jugée par la France concernant l'influenceur. De l'autre côté, vous avez d'autres personnes qui sont impliquées directement, parce que ces personnes-là sont soupçonnées d'enlèvement vis-à-vis de cet influenceur-là. Bien, une pause. Derrière, nous recevons notre invité. Nous parlons du sujet du jour et également c'est de cet ordre national des biologistes médicaux et qui doit avoir le jour très bientôt en République de Guinée, et cette journée internationale de la biologie médicale qui est passée inaperçue en République de Guinée. Le temps de recevoir notre invité, une courte pause.
Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement.
Merci d'être des nôtres dans cette dernière partie de votre émission, le scanner, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Je vous l'annonçais, en Guinée, la journée internationale de la biologie médicale est passée inaperçue. Pourtant, ce métier est au cœur du diagnostic et de la prise en charge des patients. Mais dans notre pays, les professionnels du secteur peinent à s'organiser. Quels sont les défis liés à la création de l'Ordre national des biologistes médicaux? Nous en parlons avec notre invité, Moussa Cissé. Il est président de l'instance de coordination des biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et ingénieurs biomédicaux. Bonjour, bienvenue, monsieur Cissé. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci pour l'invitation. Beaucoup de personnes ne le savent pas déjà, puisque vous citez beaucoup de branches à la fois, biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et ingénieurs biomédicaux. Aujourd'hui, que font ces corps dans le système de santé guinéen? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez sur un sujet essentiel. D'ailleurs, je dirais que c'est un maillon silencieux au sein de notre système. Qui dit amélioration de l'offre de soins dans les structures de santé, dit un bon diagnostic. Donc les biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et ingénieurs biomédicaux, ce sont ces artisans-là qui essayent de poser le diagnostic pour que les médecins puissent prescrire correctement les médicaments. Alors, pour le diagnostic, vous comprendrez que quand les patients viennent dans les hôpitaux, cela veut dire qu'ils souffrent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils doivent venir au laboratoire, faire des tests pour leur permettre d'être élucidés sur leur état de santé. Donc, le travail acharné que les biologistes font dans les structures de santé, c'est pour poser le diagnostic correct pour avoir une prise en charge adéquate des patients qui viennent visiter dans les différentes structures de santé. Donc, pas que des aides-médecins ou des... Je ne sais pas comment vous qualifiez. Alors, pas comme des paracliniciens, comme on est en train de dire en gros, parce que le paraclinique, c'est un éventail d'activités qui sont au sein de cette dénomination. Mais la biologie médicale, vous comprendrez qu'elle est en train d'aller vers une croissance exponentielle en termes de nouvelles technologies maintenant qui sont sur place, qui fait que plus on va vers ça, mieux on va vers un diagnostic structuré et aussi pour l'efficacité même de notre système de santé. Ce qui fait que les biologistes médicaux sont laissés pour compte depuis un certain nombre d'années, mais avec des difficultés dont nous connaissons déjà. Parce qu'on n'avait pas très cerné la problématique qui faisait état de lieu de ça, mais maintenant, on s'est mûri davantage pour comprendre quels sont les enjeux qui sont liés à ce qu'on appelle cet état de fait, comme pour dire le laisser pour compte des biologistes médicaux dans les structures de santé. Ce qui fait que cette journée internationale n'est pas très célébrée dans notre pays. Et Silence Radio, aux côtés du ministère de la Santé, qui est un partenaire privilégié par rapport à ce qu'on est en train de faire comme démarche. Et il serait totalement incompréhensible que quand les professionnels veulent s'organiser pour moraliser une profession donnée, c'est tout à fait incompréhensible même pour nous. Qu'est-ce qui fait que le ministère de la Santé, à travers tous les cadres qui sont au sein du ministère, du département, qu'est-ce qui fait l'inaction? Donc, il y a cette incompréhension, mais nous essayons quand même de nous approcher davantage au plus près des difficultés pour qu'on puisse essayer d'avancer. Donc, à l'instant là où je vous parle, nous sommes suffisamment outillés, informés pour comprendre quels sont les enjeux, et c'est ça qui fait que même ça facilite davantage pour nous amener vers la création de l'Ordre national des biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et les ingénieurs biomédicaux. Bien, puisque vous parlez de l'Ordre national, on va suivre ensemble ce reportage de la rédaction politique, reportage de ce côté. Dans ce reportage, vous avez quand même lancé un cri de cœur aujourd'hui parce que vous vous êtes dit que vous êtes confronté à beaucoup de défis, de défis liés à la création même de l'Ordre national. C'est comme si des personnes, c'est vous qui l'avez dit, tapis dans l'ombre, ne veulent pas que cette initiative prospère. Donc pour vous, c'est un blocus pour toute, est-ce qu'on peut appeler corporation? Oui, toute une corporation. Toute une corporation. Et donc vous avez été interrogé par notre reporter Ansou Bailo Baldé, c'était la semaine dernière. On regarde ensemble ce reportage et derrière, on se retrouve en plateau pour la suite de cette émission Le Scanner.
L'idée d'organiser les biologistes médicaux est venue d'un constat alarmant en Guinée. Pourtant, ils ont une responsabilité à part entière pour la santé des citoyens dans les structures sanitaires. Leur travail en laboratoire et autres services permet aux médecins et aux pharmaciens de connaître la nature d'une maladie après diagnostic et les médicaments à donner à un patient. Moussa Sissé, biologiste, pense que mettre en place l'ordre des biologistes médicaux va beaucoup apporter au système sanitaire guinéen. Qui parle du système de santé parle d'un bon diagnostic. Le diagnostic repose sur quoi? Sur le prélèvement de liquide biologique qui rentre au laboratoire. Lorsque les professionnels font correctement leur travail, vous comprendrez tout de suite que le médecin va avoir de bons diagnostics et le médicament qui va être prescrit derrière va donner de bons résultats. Et ce que vous devez comprendre, il y a un examen chez nous qu'on appelle l'antibiogramme. L'antibiogramme est un bilan qui permet de donner au médecin quel est l'antibiotique qui est approprié pour tel germe. Cela veut dire quoi? Que lorsqu'on ne connaît pas le médicament qu'on doit prescrire, qu'on est en train de faire un traitement à l'aveuglette. Donc ça va changer drastiquement parce que c'est le diagnostic qui va s'améliorer. Et qui parle de diagnostic parle de traitement efficace et puis pour l'amélioration de l'offre de soins dans notre système de santé. La sensibilisation a déjà commencé pour faire comprendre la démarche à tous les biologistes médicaux et les textes réglementaires sont également écrits et transmis à qui de droit informe notre interlocuteur. Mais selon lui, des difficultés se font sentir sur le chemin. Le seul blocus que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est la volonté de Monsieur le ministre de la Santé. C'est extrêmement important. Je le souligne tantôt. Monsieur le ministre de la Santé pense que les biologistes ne sont pas organisés. Nous tâchons de l'informer correctement que les biologistes sont organisés dans tout le pays et que nous allons essayer de mettre tout en œuvre pour que l'Ordre national des biologistes médicaux de Guinée, techniciens de laboratoire et les ingénieurs biomédicaux puissent essayer de voir le jour. Nous allons donner l'exemple aux autres ordres nationaux qui sont là. Les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers qui tardent aussi à voir le bout du tunnel. Mais nous allons essayer de mettre tout en œuvre avec les moyens de bord que nous avons pour montrer que le ministère de la Santé doit être un partenaire privilégié par rapport au processus qu'on a commencé. Le ministère de la Santé, nous sommes un organe consultatif auprès du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé n'est pas partie prenante de l'ordre. Moussa Sissé regrette que la Guinée traîne encore les pas pour la mise en place de l'ordre des biologistes médicaux. Il rassure tout de même de l'engagement des acteurs du domaine pour arriver à cet objectif. Bien, nous avons suivi ce reportage que vous avez accordé, cette interview que vous avez accordée à notre rédaction il y a quelques jours, Mohamed Leba. Oui. Aujourd'hui, disons, parce que la plupart, vous l'avez dit, des citoyens, quand vous parlez de biologie médicale, c'est-à-dire ont du mal à comprendre réellement ce dont vous voulez vraiment parler. Quels sont les domaines, disons, d'application de la biologie médicale et quel rôle dans la santé publique? Alors, c'est assez simple. Nous sommes en train de parler du diagnostic dans le secteur de santé. Et qui dit diagnostic dit que les patients ne savent pas de quoi ils souffrent. Donc, pour le diagnostic, on a besoin de tester les liquides qui rentrent au laboratoire pour que le médecin puisse avoir une bonne orientation dans le cadre de la prescription médicale. Alors, ce qui fait que tous les pays qui ont compris le rôle des biologistes médicaux dans les structures de santé se sont investis là-dedans. Nous avons commencé à sensibiliser depuis un certain nombre de temps pour soulever cette question. Quand vous regardez souvent dans nos hôpitaux, il y a des laboratoires qui existent mais très mal équipés. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a même pas d'espace adéquat par rapport à leur travail. Et qui fait que quand des situations sont comme ça, il ne faut pas compter qu'on a des bons diagnostics ciblés par rapport à les différentes maladies qu'on connaît. Je pense que Ebola nous a édifiés par rapport à ça. Quand vous prenez les épidémies qu'on a connues, Ebola, Covid-19 et tant d'autres, le choléra, vous comprendrez que le rôle principal que les biologistes jouent au laboratoire est fondamental. Ça ne saute même pas aux yeux. Quand vous prenez le cas de Covid-19, vous êtes hospitalisé, vous êtes testé tout de suite, est-ce que vous êtes atteint de Covid ou pas?
Ce test, c'est le PCR que nous faisons pour voir exactement est-ce que vous êtes atteint de virus ou pas. Alors, quand le traitement va commencer, il y a ce que nous appelons le suivi thérapeutique. Et le suivi thérapeutique ne pourra pas se faire s'il n'y a pas de test séquentiel pour faire comprendre, oui, la charge était à ce niveau, est-ce que le médicament qui est en train d'être pris est efficace ou pas. Ça permet aux médecins aussi de faire le suivi rapproché du patient sur l'efficacité même du médicament qui est introduit pendant le traitement. Donc, tout de suite, vous comprendrez que quand ce laboratoire ou ce biologiste, ce technicien qui est en train de travailler n'a pas ses matériels et équipements, il n'est pas conscientisé pour le travail qu'il est en train de faire, il y a un grand risque pour que notre système de santé ne puisse pas avoir correctement ses performances par rapport à ce que nous connaissons sur les questions de l'offre de soins dans nos différentes structures de santé. Alors, vous battez aujourd'hui pour la mise en place d'un ordre national des biologistes médicaux, entre autres. Oui. C'est quoi aujourd'hui le besoin à exprimer et quels sont les défis? Bien. Et avant d'y aller, on va aller avec nos obligations commerciales et derrière on se retrouve parce que la radio c'est aussi ça, la télé également. On y va avec nos obligations commerciales et derrière la suite de ce débat. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement.
Merci de votre fidélité. Quelques minutes encore à passer avec vous, auditeurs et téléspectateurs. On parle notamment de la journée internationale de la biomédicale, et s'il faut l'appeler comme ça, et de la création de l'Ordre national des biologistes médicaux. Yamoucha Cheikh Camara. Alors justement, je disais que le combat aujourd'hui, c'est de se battre pour la mise en place de l'Ordre national des ingénieurs biomédicaux. Le besoin, il se trouve où et quels sont les défis? Merci. Je pense que le besoin a toujours existé, mais ce qui manquait un peu, c'est l'organisation. Depuis un certain nombre de temps, nous avons commencé à s'organiser. Depuis 2019, on peut comprendre, pratiquement. Donc, les biologistes dans tout le pays, en tout cas tous les professionnels de laboratoire, pour me résumer à ça, s'organisent désormais pour aller vers ça. Donc, c'est pas que les défis n'ont pas existé, ils ont toujours existé. Nous, ce que nous voulons, c'est nous organiser davantage pour moraliser notre profession, pour donner des bons diagnostics aux populations qui viennent nous visiter dans les structures de santé. L'amélioration du système de santé même passe forcément par ça. Donc, il fait qu'aujourd'hui, les autres socio-professionnels en santé, médecins, pharmaciens et autres, ce sont des entités qui existent aussi pour moraliser leur profession respectives. Les biologistes, un maillon silencieux au sein du système. Donc nous voulons simplement montrer au ministère qu'il est indispensable que les biologistes s'organisent pour pouvoir moraliser. Je vais vous donner juste quelques informations. Vous avez la création de la Direction nationale des laboratoires au sein du ministère de la Santé. Ça n'existait pas. On s'est battu en 2018. On a réussi à faire la séparation de la pharmacie au laboratoire. Au fait, c'est un sujet un peu complexe. On n'aura pas le temps d'échanger tout au long de cette émission. Mais je vous donne juste les points clés. On a tenté d'abord de séparer la pharmacie au laboratoire, ce qui fut fait en 2018. Il y a un décret officiellement pris par le président de la République pour la création de la DNL. Ça existe aujourd'hui. Il y a un directeur national des laboratoires. Il y a un directeur national de pharmacie et médicaments. Ça, c'est fini. La deuxième étape, il s'agit d'organiser davantage les différents laboratoires en termes d'équipement, en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de formation continue même du personnel. Donc pour aller à ça, il faut avoir des structures qui sont à côté du ministère de la Santé pour les aider dans ces orientations stratégiques. Le ministère de la Santé en lui seul ne suffit pas dans cette réflexion. C'est ça qui fait que il est devenu impératif pour que l'Ordre national des biologistes médicaux puisse avoir jour, pour qu'on puisse aider le ministère de la Santé par rapport aux défis qui sont liés au développement de nos systèmes de santé. Et justement, vous parlez de blocus, il se trouve où? Alors, c'est très simple. Je peux vous donner qu'il y a un enjeu, il y a aussi un intérêt qui est lié à ça. C'est très clair. Ceux qui pensent côté financier, nous, on n'a rien à foutre avec. Vous avez la question de pharmacie au laboratoire que je vous disais. Ceux qui font pharmacie, qui font une année, entre guillemets, qui disent qu'ils ont fait la biologie, ça ne suffit pas pour nous. La biologie médicale est une spécialité qui vous permet d'avoir les capacités pour venir travailler au laboratoire. Un pharmacien est différent d'un biologiste. Ah oui, totalement différent. Ce qui fait que les pays qui ont compris ça, il y a des pays aujourd'hui, quand tu fais la pharmacie, tu restes dans l'officine. Il y a des laboratoires d'officine qui existent, qui font les travaux sur les médicaments. Aujourd'hui, le pays n'en a presque pas de laboratoire d'officine pour tester nos molécules de médicaments que nous consommons. Mais il y a les biologistes médicaux quand même qui sont organisés, qui font de bons tests dans les différents laboratoires. Quelles sont les conséquences de ça avant de passer, c'est-à-dire de l'absence de ce que vous dites là? Oui, l'absence de ça, c'est quoi? D'abord, le professionnel n'est pas motivé par rapport à ce qu'il fait. Le professionnel n'est pas accompagné dans sa formation continue pour qu'il puisse se performer davantage, parce que nous sommes dans un monde scientifique là où on a besoin de mises à jour perpétuelles. Et ce n'est pas le ministère de la Santé en lui seul qui peut nous aider à ça. Donc nous voulons nous organiser davantage, comme d'ailleurs les autres pays. Aujourd'hui, il y a une fédération sous-régionale auquel nous participons activement par rapport à ces échanges. D'ailleurs, ils comptent sur nous pour pouvoir essayer de leur donner des orientations pour qu'on puisse avancer. C'est ça aussi l'essentiel de ce qu'on est en train de faire. Ça traverse nos frontières. Nous sommes invités au mois de juin prochain, ça je peux vous l'informer. Il y a une rencontre presque sous-régionale qui regroupe plus de 20 pays. On ne parle que de la biologie médicale. La Guinée est partie prenante, d'ailleurs avec un membre d'honneur. Ce qui fait que au Togo, à Lomé, ça va avoir lieu précisément à partir du 15 juin. Nous sommes invités pour venir partager notre démarche qu'on est en train de faire ici. On a aidé d'autres pays qui ont mis en place l'Ordre national des biologistes médicaux techniciens de laboratoire. C'est le Niger.
Je suis enseignant, je donne le cours aussi à l'université. Il y a certains de nos étudiants ici qui sont partis s'organiser chez eux, leur pays les a écoutés et puis ils ont mis en place leur... C'est nous qui les avons appuyés pour ça. On a écrit les documents, on les a partagés, ils se sont organisés, ils sont allés. Et je vous rappelle que la DNL du Niger et la DNL en Guinée a été créée au même moment, par le même projet qu'on appelle le projet Labogui, financé par le fonds, c'est l'AFD à travers l'Expertise France avec la Fondation Mérieux. Donc la DNL est créée presque dans la sous-région et les professionnels s'organisent désormais pour y aller avec. Et au Mali, il y a les ingénieurs technologistes, c'est eux qui prennent le lead là-bas pour pouvoir aller. Donc c'est une question vraiment d'organisation et de structuration qu'on a commencé. Alors, allons-y avec les jargons médicaux. Oui. Est-ce que tout biologiste était laborantin? Alors, tout biologiste n'est pas un laborantin. Bon, le terme laborantin, nous, on ne l'adopte pas assez, mais n'est pas un professionnel de laboratoire. Quand vous faites la biologie, parce qu'il y a ce qu'on appelle la biologie médicale, ça c'est une chaîne. La biologie médicale, c'est eux qui travaillent dans les structures de santé, c'est eux qui font savoir leur savoir-faire. Mais il y a les biologistes qui travaillent dans l'environnement, il y a les biologistes qui travaillent avec les animaux, il y a même les biologistes marins dont le pays n'a pas connu. Dans tous les pays du monde, là où la mer a traversé, connaissent ce qu'on appelle les biologistes marins. Quand vous voyez aujourd'hui les biologistes marins, c'est eux qui doivent travailler sur nos poissons, nos animaux qui sont dans la mer là-bas pour qu'on puisse essayer de les étudier pour voir comment ils font. C'est extrêmement important. Mais ici, il n'y a aucune formation spécialisée dans ce sens-là à l'université. Alors que c'est des orientations que les jeunes peuvent s'investir et s'organiser pour aller vers ça. Alors, on est aussi dans un monde de ce qu'on appelle le One Health. Le One Health conseille, et d'ailleurs, ça c'est une intégration mondiale, que cette approche, il faut l'adopter. Que ce soit l'environnement, que ce soit le monde animal, que ce soit les humains, qu'il faut que les professionnels s'organisent ensemble pour donner une seule santé, pour pouvoir essayer d'aider les populations à la base. C'est ça qui est aussi intéressant. Alors, par rapport à notre quel monde. lien interprofessionnel peut-il exister entre vous biologistes et les médecins? Alors, le lien est très simple. Le médecin essaie de recevoir le patient, il pose son diagnostic clinique, il n'est pas très éclairé, il demande un bilan pour asseoir cette réflexion, il demande le bilan au laboratoire, le biologiste qui est là derrière un microscope, derrière les appareils, essaye de tester pour ressortir quel est le germe ou la bactérie responsable du médicament, c'est de la maladie que le médecin a soupçonné, et puis derrière, il renvoie un résultat. Il le fait mieux, il peut même l'aider à l'interprétation du résultat. Quand le médecin reçoit, il prescrit. Et c'est ça, c'est là-bas que les pharmaciens rentrent en jeu, en termes de conseils pour la prise du médicament, et puis pour que le patient puisse recevoir sa santé. Donc c'est la chaîne logique de la prise en charge du patient dans les hôpitaux. Et donc vous participez à la prescription médicale? Alors nous participons à ce qu'on appelle l'interprétation. Mais nous ne faisons pas la prescription. Il faut dissocier les deux. La prescription médicale est exclusivement réservée aux médecins. Ils se sont battus pour l'avoir ça. Au départ, les pharmaciens prescrivaient. Mais les médecins se sont battus pour dire que non, vous ne pouvez pas prescrire. Alors la prescription, elle est exclusivement réservée aux médecins. Donc le laboratoire aussi viendra à ça parce que les pharmaciens, il faut les laisser derrière leurs médicaments. C'est extrêmement important. Au laboratoire, le laboratoire est pour les biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et puis les ingénieurs médicaux pour les matériels et les équipements. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé quand même de blocus. Selon vous, est-ce que cela relèverait, c'est-à-dire des manques de moyens ou juste un manque de volonté? Je vous résumerai ça en un seul mot, c'est le conflit d'intérêts. Donc nous allons relever ça très rapidement et nous nous organisons pour enlever ce goulot d'étranglement. Oui, entre monsieur le ministre de la Santé et nous. Je suis très clair. Je le dis haut et fort. Et je le défie sur un plateau de son choix. Et je le défie pour qu'on puisse essayer d'avoir des discussions là-dessus. J'ai tous les éléments clés. L'intérêt, c'est quoi? Comment est né ces conflits d'intérêts? C'est très simple. Bien. Vous comprendrez que le ministre, il est de notre bord. Il est de notre bord, mais il se réclame. Il est biologiste. Il est biologiste, mais sauf qu'il a fait la formation avec une année, entre guillemets, qui pour nous n'est pas suffisant pour être un biologiste médical. Je suis très clair. C'est une spécialité. Alors, le conflit d'intérêts, ça vient d'où? Quand vous prenez notre statut, règlement intérieur qu'on a écrit, le ministre était partie prenante de ça, avec nous.
ait organisé des réunions auxquelles il a participé avec nous. Il connaît nos textes. L'article 50 est très clair. Nul ne peut s'inscrire sur 2 tableaux différents. Quand vous vous inscrivez sur le tableau de l'Ordre national de biologie, vous perdez votre inscription dans les autres ordres, notamment les pharmaciens et les médecins. Cela veut dire quoi? Quand vous êtes pharmacien, vous restez pharmacien. Quand vous êtes biologiste, vous restez biologiste. Vous ne pouvez pas avoir une pharmacie et un laboratoire au même moment. Voilà l'enjeu dont nous sommes en train de nous organiser. Le ministre nage entre les deux, c'est ça? Oui, justement. Bien. Donc, quand vous êtes partie prenante des deux, ça nous donne un souci. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est que ce n'est pas de la science que nous sommes en train de parler, de prévaloir, ou bien de vendre. C'est que c'est les intérêts financiers qui sont en jeu. Je suis très clair. Sinon, si c'est de la science, c'est ça que je vous dis. On peut défier tout le monde. La science, on ne peut pas parler de la science au sein du système de santé sans parler des biologistes médicaux. C'est impossible. Alors, vous voulez mettre en place l'Ordre national des biologistes médicaux, selon vos termes, pour moraliser. Est-ce que c'est simplement dans le cadre de la moralisation? Alors, ou bien il y a d'autres objectifs? Non, l'objectif principal, c'est la moralisation du secteur. Tous les autres socio-professionnels ont ce dénominateur commun, c'est de moraliser leurs professions respectives. Et ce n'est pas chez nous seulement. Vous avez l'Ordre national des architectes, l'Ordre national même des ingénieurs de bâtiments. Vous avez l'Ordre national des experts comptables. C'est qui moralisent leur profession. C'est pas une première. Ça a toujours existé. Mais l'enjeu que je vous donne, c'est exactement ça. 80% des cadres du ministère aujourd'hui sont d'accord par rapport à notre processus. Bien. Si le ministre de la Santé accepte demain, l'ordre va voir jour. Mais nous nous battons pour ça. Il y a le statut particulier du personnel qui est actuellement même aujourd'hui, dont nous sommes en train d'aller vers la validation. Donc c'est seulement le ministre le problème? Oui, c'est lui le problème. Il avait refusé. Oui, nous estimons et nous avons les preuves aussi par rapport à ça. Mais s'il n'avait pas participé à nos réunions, accepté, je peux vous dire, si il n'avait pas participé à nos réunions, on pourrait avoir des tentations de suspicion. Mais maintenant, c'est une clarté pour nous parce qu'il a participé à l'élaboration de nos textes. Il n'était pas opposé à l'époque. Je vous dis que... À l'époque, il était ministre. Ah non, il n'était pas ministre. Bien. Il était notre collaborateur purement et simplement en tant qu'acteur de laboratoire. Et il a été nos collaborateurs jusqu'à preuve du contraire. Quand il va quitter ministre, il sera notre collaborateur s'il le souhaite. En tout cas, pour l'instant, nous sommes en train de nous organiser. Et il a tout intérêt pour accompagner le processus. Depuis quand vous êtes dans cette marche-là, dans cette dynamique de vouloir créer cet ordre-là? Parce qu'aujourd'hui, vous accusez le ministre. Il n'y a pas longtemps qu'il est à la tête de ce département. Très bien. Bien avant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Depuis quand vous êtes dans cette marche? Étant l'instance de coordination, le président de ce processus, on a commencé en 2019, fin 2019, début 2020, pour être précis. Nous avons commencé à organiser les biologistes dans le pays. Les acteurs n'étaient même pas très informés ou outillés. C'est un processus, ça prend du temps. Mais lui, il est venu à un moment là où tout était sur place. C'est-à-dire, on n'avait pas nos textes. On n'a plus l'exemple dans aucun pays. C'est-à-dire, on est parti sur un papier blanc. On a ouvert une page vierge Word et puis on a écrit là-dedans. C'est de la science que je vous parle. Notre texte n'existe nulle part dans le monde entier. Je défie quiconque. C'est pourquoi on l'a écrit. C'est un texte sécurisé. On peut donner de la quintessence à d'autres pour qu'ils puissent s'organiser davantage pour le faire. Mais le texte guinéen est un sujet purement écrit sur un papier blanc. On est parti sur ça. Alors, on a commencé à écrire le document, le texte normatif, et puis en même temps échanger avec les acteurs du ministère. Si je vous dis aujourd'hui qu'on est arrivé, on est rassuré, c'est parce que nous savons exactement ce qu'on est en train de dire. Il y avait le ministre Rémi, qui est aussi un médecin biologiste, mais qui n'était pas opposé à l'idée, qui était ouvert à chaque fois à la discussion. On a fait tellement de rencontres avec les anciens secrétaires généraux, Dr Sekone et Dr Yansane, ils nous ont tous réussi au ministère de la Santé. Mais vous comprendrez que le ministre a été nommé le 21 novembre 2023. Ok ? 21 novembre 2023, je connais la date parce que je pratique ce qu'il est en train de faire au ministère de la Santé. Depuis le 21 novembre 2023 jusqu'à date, le ministre n'a jamais reçu l'équipe pour pouvoir échanger avec eux. C'est pas qu'on n'a pas écrit, on a écrit. On a donné le souhait. L'organisation qu'on vient de faire il y a 2 semaines à Kofi Annan, on a écrit ouvertement au ministère de la Santé. Ils ont créé la chaise vide. Le CNT a répondu oui.
à travers l'envoyé, le chef de cabinet. Vous avez le ministère du Travail et de la Fonction publique qui a répondu à travers son conseiller principal. Mais qu'est-ce qui va expliquer l'inaction ou l'indifférence du ministère de la Santé de ne pas participer à l'organisation des professionnels aussi essentiels dans notre système de santé? Je vous assure, ce que je peux vous rassurer, les professionnels de santé vont s'organiser pour donner des réponses factuelles aux enjeux qui sont dans notre système de santé. Bien, puisqu'on parle d'enjeux, aujourd'hui, il y a un constat alarmant. Vous avez cité tout à l'heure les ingénieurs biomédicaux, techniciens de laboratoire. Et en Guinée, il n'y a pas assez d'universités qui regorgent ces filières. Si je dois m'y aventurer, on ne peut parler que de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. On parle de technologie. Donc en gros, qui ne relève pas forcément du ministère de la Santé. Et d'autres pour de camp à attendre même le nom. Technologie, mais on voit les biologistes, les techniciens de laboratoire. Pourquoi aujourd'hui, est-ce que vous vous battez dans ce sens pour qu'il y ait au moins dans ces institutions d'enseignement, dans ces universités, ces filières, que ces filières soient plus enseignées? Parce que là, c'est une seule université ou un institut. Je suis d'accord. C'est pourquoi c'est un plaidoyer que nous faisons au quotidien pour que les décideurs acceptent qu'on avance sur des questions essentielles. Je demande souvent aux cadres de voyager. C'est extrêmement important. Quand vous voyagez, ça vous donne un choc moral. C'est extrêmement important. La biologie, la santé en gros aujourd'hui, quand vous voyagez, vous venez voir notre système de santé, vous avez vraiment quelque chose. Donc, les institutions d'enseignement font partie prenante même de ce qu'on est en train de faire. Il y a une partie qui les est dédiée. Ils sont les organes consultatifs aux côtés de l'ordre. Il y a une partie là où l'enseignement supérieur est représenté. Il y a une partie là où même le ministère de la Justice a sa place là-dedans. Les institutions d'enseignement supérieur doivent participer avec nous pour qu'on définisse les curricula, pour qu'on définisse les structures et puis comment nous pouvons les aider pour qu'on puisse aller vers ça. Donc, ça signifie quoi? Quand vous prenez par exemple Mamou, à Mamou par exemple, il participe par exemple à tout ce que nous faisons en termes d'échange parce que nous sommes organisés. À l'université, ici qu'on a créé, vous avez Gamal qui participe à chaque rencontre que nous organisons. On l'a fait à Kofi. Vous comprendrez que Kofi, il y a des filières qui sont disponibles sur place. Mais vous avez aussi d'autres entités comme Mercure qui sont là, qui participent à ce que nous faisons. Nous, ce qu'on peut faire, je l'ai dit avec les autorités de Kofi, j'ai dit, si l'État n'est pas prêt pour l'instant, vous en tant que privé, organisez-vous, vous nous faites rentrer des filières avec des enseignants qu'on peut chercher même ailleurs pour pouvoir les amener, pour former les jeunes. Il y a ces collaborations-là qui sont prévues dans le futur. Mais mieux on est organisé, mieux on peut donner de notre potentiel pour ce qu'on connaît déjà, notre savoir-faire pour notre pays. Alors, on peut estimer que le constat part d'une irrégularité interne, en tout cas pour pouvoir mettre en place cet ordre-là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de brebis galeuses aussi au sein de votre profession? Alors, on ne dirait pas non. Mais c'est ça notre rôle. Ces brebis galeuses, nous allons d'abord les circonscrire, nous allons les isoler et nous allons prendre les dispositions pour pouvoir les éliminer. C'est extrêmement important. C'est ça notre rôle. Sur le leadership, nous faisons cette communication de façon très existe. Oui, ça existe. Bien. Ça existe. Et ça, il y a d'autres même qu'on puisse essayer de les, comme je l'ai dit, on les identifie, on les isole et puis on trouve les médicaments pour ça, pour qu'ils puissent essayer de se calmer davantage. On les sensibilisera pour qu'ils puissent suivre le cours. Mais ce qui est beaucoup plus important, que je lance un appel. Nous avons étudié, c'est l'État qui a financé notre étude. Ce qu'on peut donner à l'État, c'est notre savoir-faire. Et les autres ne peuvent pas profiter de nous. On parle tantôt de fuite du cerveau. Ce qu'on est en train de faire, je vous assure, si ce n'est pas par patriotisme ou autre, on pourrait quitter le pays pour aller faire valoir ce qu'on sait faire. J'ai collaboré avec l'un des plus grands microbiologistes du monde. Il est l'un des mieux renommés. Vous pouvez taper sur Google partout où vous voulez. Gilbert Grob. Quand vous tapez Gilbert Grob, vous avez un scientifique arrêté. Il ne parle que de microbes. Quelqu'un qui élabore même les jouets pour le microbe, cela veut dire qu'il connaît déjà les microbes. Ces gens-là nous respectent. On a échangé, on a partagé des espaces avec ceux-ci. Ils nous respectent par rapport à nos idées. Mais ça, c'est ailleurs. Je vous parle de quelqu'un qui est au sein d'un hôpital le mieux renommé, qui est l'hôpital universitaire de Chuve, qu'on appelle le centre hospitalier universitaire de Chuve. C'est en Suisse. Il fait partie des plus grands, les 10 plus grands hôpitaux
du monde entier. Plus de 20 pays viennent apprendre chez lui là-bas. Mais notre pays ne met pas en valeur les compétences qui sont à l'interne. Mais nous tâchons d'informer le public que les biologistes médicaux, techniciens de laboratoire vont s'organiser pour aider le ministère de la Santé, parce que ce ministère-là souffre déjà, non? Ils veulent rajouter ce qu'on ne va pas accepter. Les biologistes médicaux vont s'organiser. Ça dépasse, monsieur le ministre de la Santé, je l'ai dit. À chaque fois que je l'appelle, que je donne l'appel, je le sensibilise. Il n'y a pas de sensibilisation que j'ai fait à monsieur le ministre de la Santé. Avant qu'il ne monte, quand il est monté, et même maintenant. Cela veut dire que nous sommes à une phase de passer à autre chose. Au-delà de la mise en place de cet ordre, si tu me permets pas, au-delà de la mise en place de cet ordre, est-ce que, puisque vous communiquez avec le président, est-ce qu'il vous écoute à bien des égards? Alors, nous avons lancé un appel à monsieur le président de la République depuis un certain nombre de temps. Et les biologistes sont d'accord maintenant qu'il faut écrire. Et nous avons lancé, et très bientôt, s'il plaît à Dieu, les biologistes vont s'organiser pour pouvoir l'envoyer une invite pour qu'il puisse nous recevoir. Donc la cible principale désormais, c'est monsieur le président de la République. Le général, d'ailleurs, nous sommes en harmonie. Le 21 septembre 2021, on a pris la parole, c'est moi qui ai parlé. Je n'ai pas le nom de biologiste. Pour la première fois officiellement que quelqu'un prend la parole devant un président. On a pris la parole pour l'informer des enjeux. Mais le moment fait avec l'organisation de la profession, on n'était pas en mesure de le rencontrer. Mais maintenant, là, nous sommes suffisamment outillés pour le rencontrer. Alors justement, vous n'êtes pas aujourd'hui écouté par le ministre de la Santé à travers vos initiatives. Tout à fait. Et vous voulez tenter outre. De quoi s'agira-t-il? Alors, vous avez les schémas. Il y a d'autres que je vais dire ici, il y a d'autres que je ne vais pas dire. Mais lorsque nous allons mettre la machine en marche, c'est de donner une réponse par rapport à ce que nous avons commencé. Nous avons donné l'envie de rencontrer M. le Président de la République. C'est désormais quelque chose qui va être une réalité dans les jours prochains. Nous allons l'écrire et nous allons nous organiser par les moyens que nous avons pour pouvoir l'atteindre. Parce qu'il est pour tout le monde. Et nous pensons qu'il est ouvert aussi. Et nous allons écrire pour pouvoir atteindre. Mais il y a d'autres canaux. Nous sommes chez vous aujourd'hui pour élucider ça. C'est l'un des moyens les plus fatals d'ailleurs par rapport au processus. Tous les acteurs du système de santé qui vont suivre cette émission aujourd'hui seront éclairés, élucidés et sauront que quand ils sont en discussion avec le niveau central, eux-mêmes ils diront en face vraiment que ce que je suis en train de dire que c'est très clair. Parce que il y a certains acteurs qui sont incompris même. Quand ils parlent, le ministre ne les écoute pas. Mais comment vous voulez que ça marche? Alors que c'est des cadres techniques. Quand le technicien n'est pas écouté par le responsable, il ne faut pas beaucoup compter par rapport à un résultat. Je suis d'accord par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à son excellence, monsieur le ministre de la Santé. Il n'est pas encore tard. Ce n'est pas un truc d'égo, ni quoi que ce soit. Nous sommes dans un leadership qui ne dit pas son nom. Il nous a connus, nous l'avons connu, on l'a pratiqué. Il nous a pratiqué. Il connaît exactement quand nous parlons de quoi? Nous parlons de notre pays, tout court. Oui, Mohamed Ba pour la dernière question. La dernière question, c'est de revenir un peu sur ce que vous dites. Aujourd'hui, rencontrer le président ou lui écrire, est-ce que c'est le dernier recours pour vous? Alors, nous ne sommes pas que le dernier, mais c'est l'un aussi. Mais je vous rassurerai que quand on aura monsieur le président de la République, le jour où on sortira, le lendemain, il prendra le décret. Ça, vous pouvez être rassuré. Nous avons tout. Je vous rappelle, pour finir, l'Ordre national des biologistes médicaux, même au Canada, nous sommes en contact avec eux. Il y a une dame qui prend la responsabilité sur elle-même pour aller vers ça. Ça existe. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde entier, on parle de la création de l'Ordre national des biologistes médicaux. Il y a d'autres qui ont bouclé la boucle. J'ai donné l'exemple sur tant d'autres pays. En Suisse, ce qui nous fatigue ici, je peux être beaucoup plus clair, c'est le système français. Mais le système français est caduc. Ils ont fait quelques stades en France. Et puis venir nous dire ici que non, que même en France c'est comme ça. Quand j'entends le mot là, ça me donne les mots de tête. Le vaccin contre Covid-19, la France a commencé à travailler sur le vaccin. Arrivé à un certain moment, on dit que l'essai est non concluant. Cela veut dire que la France ne peut pas fabriquer le vaccin. C'est de la science qu'on veut parler. C'est pourquoi vous n'avez jamais vu le vaccin fabriqué par la France. Ils ont initié. Ils étaient même en avance sur la Russie.
Mais arrivé à un moment donné, on dit que l'essai est non concluant. Cela veut dire qu'il faut abandonner. Ils ne sont pas allés au bout de leurs idées. Ce n'est pas par manque de moyens, mais c'est par manque de quelque chose dont la France même est en train de travailler sur ça. Comment un pays peut prendre l'exemple comme ça là? Même eux, ils ont des difficultés pour leur système de santé. Il faut qu'on aide nos cadres. Bien. Ce qui est bien compris, monsieur Moussa Cissé, c'est notre invité de ce matin. Vous l'avez compris, il est président de l'instance de coordination des biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et ingénieurs biomédicaux. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la cause. Merci. Merci Mohamed Lebar. Merci Abdallah. Merci à notre invité. Merci à tous. Merci à Moussa Cheikh Kamara. Merci à tous. Merci Yaye Diallo. Merci Abdallah. Merci à tous. Merci à l'équipe technique de ce matin. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.